Cours-Saint-Étienne est une petite ville nichée au cœur du Brabant wallon, à un jet de pierre de Louvain-la-Neuve. Son cadre verdoyant qui s'étend tout au long des berges de la Tille et de la Dyle nous permettrait presque d'oublier son lourd passé industriel. En effet, c'est sur la Tille, recouverte à cette époque, qu'ont vécu pendant près d'un siècle et demi les usines Émile Henrico. Cette entreprise métallurgique a profondément marqué de son empreinte l'histoire de cette petite ville. À un niveau économique bien sûr, mais également social, culturel et humain. Nous sommes donc ici en face du hall numéro 11. Oui, qui est l'emplacement presque de l'ancien moulin, l'origine même de l'usine, qui a été le point de départ en somme du site, Henrico, etc., qui au fil du temps s'est développé. Et ce bâtiment-là est un des premiers qui existe et qui subsiste. C'est en 1847 que le moulin à grains situé au bord de la Tille est transformé en fonderie et en forge. 10 ans plus tard, le comte Goblet d'Alviela, trisaïeul de l'actuel bourgmestre, rachète la forge. La famille a été effectivement impliquée au début de l'histoire industrielle de Cours-Saint-Étienne, puisque c'est un aïeul à moi, Louis Goblet d'Alviela, qui a racheté l'usine de M. Fauconnier dans les années 1850 et a probablement posé un geste fondamental puisqu'il a aussi en 1866 engagé un certain Émile Henrico qui fera toute la gloire de notre village pendant les années qui suivent. Émile Henrico était le fils d'un fermier de Gemep-sur-Sambre. Il a donc fait ses études à l'université de Liège. Et il a été engagé aux usines ici comme ingénieur. Par après, il est devenu associé. Au début, on fabriquait des casseroles en fonte. Et puis, petit à petit, on est passé à l'acier moulé. On est une des premières entreprises à avoir fait de l'acier moulé plutôt que de la fonte. Et les débouchés, c'était toutes sortes d'industries, beaucoup le chemin de fer, beaucoup la construction navale aussi, essentiellement pour la Suède. Ce que nous exportions en Suède était plus important que la totalité de la production d'acier moulé en Suède. La réputation d'ailleurs de l'usine devait son nom à la mise au point d'un acier spécial, un acier qui s'appelait infatigable, mais l'équipait la plupart du matériel fixe, donc de chemin de fer et des tramways. Et donc les modèles en bois étaient créés préalablement à la pièce en métal, c'est ça? C'est-à-dire que pour faire une pièce, on devait disposer d'un modèle qui généralement était en bois et que l'on mettait dans un moule que l'on remplissait de sable. C'était damer le sable autour du modèle pour en faire une empreinte. Alors ce moule qui était ainsi fermé était envoyé et recevait le métal en fusion. Et après refroidissement, on avait ainsi la pièce. À certains moments, quand ça marchait bien, parce qu'il y avait les modélages, il y avait les menuisiers qui s'étaient compris avec, les magasiniers aussi. On était environ 100. Oui, c'était énorme, hein, oui. Et moi, j'aimais bien, parce que j'étais fier de cela que je faisais. La scierie de moulage, en fait, en voyant ça avec le recul, on se dit que ça n'avait pas d'avenir parce qu'il n'existe plus d'aciérie de moulage au monde. Elles ont toutes fermé. C'est une évolution technique. On est passé au plastique, on est passé au mécano-soudé. On a également développé la métallurgie des poudres. Dans le cadre du département poudre magnétique, on a donné une aide technique en Russie. Cette partie-là, c'est bien dommage que c'était fermé parce que ça aurait été tout à fait viable, c'était séparé du reste et il n'y avait aucune raison que ça ne progresse pas.
Ah, c'était extraordinaire. On partait avec de l'oxyde de fer très bon marché, que l'on revendait cela très cher. Or, le traitement durait même pas 24 heures, ce qui faisait qu'on avait des bénéfices énormes. Malheureusement, Henrico n'a pas développé ça. On faisait 5 tonnes par mois. On aurait pu en faire 50 ou 500. Nous avons d'ailleurs fourni aux États-Unis de la poudre magnétique pour les satellites. Aux USA, on fournissait à divers clients pour diverses applications. Une application que je peux relever ici, c'est les gros camions que vous voyez rouler en Amérique étaient tous équipés avec des radios et qui se communiquaient entre eux. Certaines de nos aciers servaient à faire ces antennes-là. Et alors on fournissait également en Italie et en Angleterre. Une pièce fut particulièrement remarquée, le célèbre bathyscaphe, appelé également la boule de Picard, qui permit au savant suisse Auguste Piccard d'explorer les fonds sous-marins. Dans le port d'Anvers, à bord du cargo Scaldis, vient d'être embarqué le bathyscaphe, cette sphère d'exploration sous-marine construite par le professeur Piccard. La reine Elisabeth de Belgique est venue féliciter le grand savant et son compagnon, le professeur Cosen. Bientôt, les hardis explorateurs descendront à quelques 6000 mètres dans la mer pour arracher de nouveaux secrets au mystère des grands fonds marins. Je me souviens très bien avoir vu ce bathyscaphe donc, dans l'atelier qui s'appelait à l'époque le cuvelage. Le professeur Cosen venait faire la radiographie des pièces. Donc c'était en 1947 et c'est ainsi que cette pièce a été intégralement radiographiée. Et si je ne m'abuse, il y a eu un petit défaut. Mais comme le Belge est très ingénieux, le professeur Piccard a dit « Oh, mais ce défaut, on va l'enlever ». Et on en a profité pour faire une lumière conique dans laquelle on a mis un hublot. Le bathyscaphe, c'est tout à fait autre chose. C'est une pièce unique. Ça n'a pas rapporté beaucoup de travail, ça a rapporté de la notoriété. L'obligation scolaire, fixée jusqu'à 14 ans, permettait à beaucoup de jeunes de venir travailler à l'usine dès cet âge. Face à la nécessité d'avoir du personnel hautement qualifié, la famille Henrico et les responsables de l'usine ont pris une part active dans l'enseignement sur Cours-Saint-Étienne. D'une part en créant l'école technique, et d'autre part en soutenant financièrement les écoles primaires. L'école de Vercher a été mêlée dans sa vie à la vie de l'usine, puisque le comité scolaire, on a appelé la Ligue de l'enseignement, avait comme président le directeur général, M. Dewey, et énormément de personnes de l'usine même. Il y avait aussi des générosités de l'usine vis-à-vis des enfants des écoles communales, comme par exemple, à les environs de la Noël, un cadeau, c'était une séance de cinéma offerte au foyer populaire. Du reste, l'école professionnelle de Saint-Étienne a été créée par mon arrière-grand-père. Et il en était propriétaire. Et puis on l'a cédé à la province. Mais mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père étaient président du conseil d'administration de l'école. Et c'était quand on était subsidié par l'usine pendant plusieurs dizaines d'années, pas quelques années. C'était cédé après la guerre et créé avant la guerre de 14. Oui, absolument. Il y a des anciens élèves qui se sont dirigés vers l'école secondaire qui avait à l'époque été créée par l'usine Henrico pour former ses ouvriers. C'était des ingénieurs, des cadres, des contremaîtres qui donnaient des cours, tant au cours du jour qu'au cours du soir, aussi bien dans l'école, dans les ateliers que vers le secrétariat. Et ils étaient certains d'entrer, d'avoir du travail à ce moment-là dans l'usine. Comme j'en ai connu qui, une fois entrés à l'usine, ont pu se perfectionner à la demande de l'employeur. Et ils étaient certains d'avoir une meilleure rémunération une fois les cours terminés. Il y avait un moment, pour moi, un sentiment de paternalisme de l'usine. C'était peut-être dans le bon sens, parce que lié à l'école, il y avait quand même tout ce que l'usine offrait, notamment gymnastique, société de musique, terrain de football, le bassin de natation. Et les écoles, à ce moment-là, n'étaient pas munies de
toute cette infrastructure et indirectement les enfants en profitaient. L'idée d'Enrico en développant l'enseignement et l'enseignement technique, c'était de former du personnel qui pourrait venir ensuite travailler dans leurs usines. Mais cet enseignement a eu tellement de succès, je pense, et a drainé tellement de gens que les gens allaient travailler aussi à l'extérieur de Saint-Étienne. Et donc il a fallu parfois faire venir une population étrangère. Dans les années 1955, alors il y avait le service personnel M. Galozin, qui était fort copain avec un bourgmestre dans notre village. Alors ils avaient besoin de moins d'œuvres pour la usine Enrico. Et alors on est venus tous ensemble, dans le même village, même commune. Pour finir, les filles, ils ont respecté parce qu'il n'y avait plus de garçons là. Et alors on a commencé à travailler. Naturellement, ce n'était pas si facile que ça, parce que bon, quand on ne connaît pas la langue, et choses comme ça, surtout on était bien reçus, on était bien installés, on avait tout, on avait la cantine, on avait la douche et tout était bien. La première vague, non, puisque ça, c'était en 1947. Ils ont logé dans les tubes, comme on appelait. C'était des tubes de récupération de l'armée. Et puis, on les a mis dans des maisons. Et à ce moment-là, des Italiens sont encore arrivés, mais les premiers, ils ont eu dur. Hein. Mais à un moment donné, la main-d'œuvre était tellement rare qu'on a dû aller chercher des Marocains. Et justement, le Maroc vient de signer une convention avec la Belgique en 1964, et ça, là, ça ouvre les portes. Et là, on était 23 personnes, ils nous ont embarqués chez Enrico. Donc, on a resté encore une semaine à Bruxelles avant qu'ils organisent le logement ici à Cour-Saint-Étienne. Et après, une semaine, on a habité dans les foyers à Cour-Saint-Étienne. Les Marocains que M. Doms est allé chercher. On a dû faire des chambres, j'ai dû acheter des lits, des couvertures, des draps de lit, de tout. On a acheté des armoires, on a tout meublé. On payait au départ 500 francs par lit, hein, pas par chambre. Des chambres avec 4 lits. Alors c'est pour ça, quand il a essayé d'augmenter ça, on a réagi. Les loyers étaient retenus sur salaire. Et c'est pour ça qu'on a réagi. Si on ne devrait pas réagir avant, c'était déjà retenu trop tard. Donc on a fait une assemblée, on a demandé au syndicat de venir nous soutenir. Le syndicat, on va encore écrire, on va faire ça. Ça va durer une semaine, on a dit, nous on part, tant pis, hein, c'est comme ça. Et finalement, la nuit, à minuit, ils sont venus sonner, on a dit, on vous soutient dans votre grève. Après la grève, ils ont dit qu'ils vont améliorer, mais la liste était longue, on a obtenu plein de choses. Mais enfin, qu'on a réussi à pas augmenter les loyers. Donc c'est déjà ça. Tous les émigrés venaient pour 6 mois, pour ramasser beaucoup d'argent et aller faire l'affaire au Maroc. Bon, après 6 mois, on est à 43 ans. Donc, et le sac n'est jamais pas encore rempli. Les Enrico étaient fort appréciés de leur personnel? Très. Vous savez, certains, il y a toujours eu une sorte de rivalité, si on peut dire. Ah, les patrons, vous savez, tout le monde dit ah, les patrons. Mais d'une façon générale, pendant la guerre, ils ont été très sociables. Quelle était la position de l'usine vis-à-vis de l'occupation allemande? Comment ça s'est passé au niveau de la production? On était réquisitionné par l'armée allemande, hein. Mais ce qu'on a eu comme chance, c'est que beaucoup de jeunes qui étaient issus de l'école professionnelle qui voisine ici l'usine ont été embauchés pour éviter qu'ils ne soient envoyés donc, en Allemagne pour travailleurs obligatoires. La période de guerre était une période très difficile parce qu'il fallait à la fois travailler et pas travailler pour les Allemands ou mal travailler. Si on ne travaillait pas, ou bien les ouvriers étaient déportés, ou bien les Allemands réquisitionnaient l'usine. Or, c'est un type d'usine qui était tout à fait apte à faire du matériel de guerre. Et je sais qu'on avait notamment un gros stock de nickel
qui étaient enterrés sur du charbon au laminoir. Or, le nickel est un élément de base pour la fabrication d'acier inoxydable, pour la fabrication des aciers de blindage, et les Allemands en manquaient cruellement. Mais il y avait également, avec la bénédiction de la direction, des petits malins qui allaient jeter les pièces dans la rivière. On avait eu un hiver très, très sévère en 44-45. Et la fonte des neiges avait grossi le Rhin. Et les Américains qui voulaient franchir le Rhin avec leurs bateaux devaient les amarrer sur les berges ou sur le Rhin proprement dit. Et l'équipement qu'ils avaient ne tenait pas le coup. Alors, également, on est venu crier au secours chez Enrico pour faire des ancres. Et le jas, donc, qui est la barre qui met l'ancre en position donc, sur le fond de la rivière, a été forgé au laminoir. Là également, on a franchi le Rhin grâce à Enrico. Comme dans toutes les usines importantes de l'époque, la bienveillance du patron était souvent indispensable à la survie des familles des ouvriers. D'autant plus quand survenait un accident, voire un décès. Les usines Émile Enrico avaient engagé, dans les années 60, une assistante sociale à temps plein pour accompagner et soutenir les familles, les enfants et les ouvriers pensionnés. Je suis rentrée au mois de novembre et je dois être en janvier qu'on a eu le premier mort. C'était un brûlé. Or, la famille avait 3 petits gosses. Le patron a d'ailleurs décrété que chaque année, je devais aller voir comment ça se passait. On allait voir à un moment donné tous les malades, quand on était 2. En principe, on voulait que ce soit un contrôle, mais nous autres, on le prenait autrement. Et des pensionnés. Hein, surtout au début, il y avait des pensionnés qui avaient 600-700 francs, même pas de pension. C'est ça qu'il fallait donner, du charbon, hein, des choses de ce genre. Je dis c'était du paternalisme, mais obligatoire. De quoi vous souvenez-vous? Mon Dieu, de beaucoup de choses. D'abord, ma grand-mère qui allait chercher du lait. Elle allait à pied de Cours-Saint-Étienne. Elle venait à Serre-aux-Moustilles avec une charrette qu'elle poussait avec des grandes cruches. Puis quand elle rentrait, elle allait dans les pas perdus et elle faisait la distribution du lait au personnel des usines, les femmes, des ouvriers, tout ça qui venaient chercher du lait chez nous. Et il y avait même un impact de l'usine par la Croix-Rouge aussi dans les écoles, dans le sens que les personnes qui étaient à la tête de la Croix-Rouge étaient des épouses des cadres de l'usine qui passaient dans les écoles communales et les autres afin de voir les nécessiteux pour offrir des pulls, des vêtements et autres. Oui, il y a donc eu de tout temps un important aspect social dans la gestion de l'usine. Et mon grand-père, Paul Enrico, avait créé ce qu'on peut appeler à l'époque un conseil d'usine. C'est donc au début du XXe siècle. À cette époque-là, il n'existait pas de syndicat. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été désignées pour représenter le personnel ouvrier. Et donc là, c'était une des premières sociétés en Belgique à le faire. Alors, il y a eu un autre aspect qui était plutôt culturel. On a regroupé une série d'activités culturelles au sein d'une ASBL qui s'appelait le Foyer Populaire. Eh bien, ma grand-mère était concierge au Foyer Populaire. Et quand mes parents se sont mariés, ils ont habité avec eux et j'y suis née. On y faisait un tas de choses. On faisait des grandes fêtes. Il y avait des artistes de Bruxelles qui venaient donner des représentations théâtrales. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? On faisait des balles. Bal bleu, bal de carnaval, des conférences. Et puis on a commencé avec le cinéma. D'abord muet, et puis ça a été le cinéma parlant. Et le premier film en cinéma parlant, ça je m'en souviens aussi, c'était en noir et blanc et c'était sur l'Afrique. Le foyer était un endroit, était la seule salle convenable de Cours-Saint-Étienne à l'époque. Mais enfin, qui était un sérieux cadeau à la population, et ça débordait de l'usine même, puisque le foyer populaire était ouvert à tout le monde, pas seulement au personnel de l'usine. Après le contexte doré des années 60, dû à la relance d'après-guerre, l'entreprise connut une diminution des commandes.
Elle fut alors tenue de réorienter sa production. Je me rappelle des plus gros tonnages qu'on a coulés, c'était les cours de pompe pour l'énergie nucléaire. On devait commencer la veille, commencer à fondre déjà pour avoir les différents tonnages prêts pour couler la pièce. Et là, bien sûr, tous les contremaîtres, tous les ingénieurs étaient présents à partir de minuit ou tout pour réagir à moindre erreur ou quelque chose comme ça. On a investi énormément dans le nucléaire, surtout en recherche. On a investi également dans des installations spécifiques adaptées au nucléaire, notamment le Bétatron, qui permettait de radiographier de très grandes épaisseurs. Et on devait introduire dans ce Bétatron des corps de pompe nucléaires qui pesaient jusqu'à 40 tonnes. Si on se rendait compte qu'il y avait donc un défaut dans la pièce, qu'est-ce qu'on détruisait la pièce ou bien... Non, justement, on ne détruisait pas la pièce. C'était là, je crois, la grande force de chez Enrico, c'est que du fait qu'on avait trouvé un défaut, ce qu'on souhaitait le moins fréquent possible, bien sûr, eh bien, on devait forer, buriner, enlever le défaut. La pièce était en somme un peu saccagée, eh bien, on ressoudait avec une matière identique à celle de la pièce pour refermer la cavité qu'on avait ainsi créée et on sauvait la pièce en quelque sorte. Et la solidité était quand même... La solidité était absolument la même parce qu'après ces opérations-là, on effectuait un traitement thermique qui neutralisait toutes les tensions, etc. C'était un travail, je vais dire, de spécialiste et on avait de très bons soudeurs ici. C'était dangereux le Bétatron parce que c'était quand même percer une épaisseur énorme de métal pour pouvoir contrôler ce métal. Il y avait des murs d'une épaisseur de 80 cm à 1 mètre, je veux dire, donc de protection. Donc. Alors on a beaucoup travaillé pour le nucléaire pour la Belgique, pour la France, on a travaillé pour la Suède, beaucoup pour la Suisse aussi. Alors il y a eu un problème, c'est qu'on devait décrire de façon extrêmement détaillée ce qu'on faisait. Avec tous les secrets de fabrication, on devait tout préciser et on nous a copiés. Enfin, essentiellement les Français. Moi, là, ça n'a pas fort bien été avec le nucléaire. C'est ça qu'il y a eu. Pour moi, c'est ça qu'il y a eu aussi un petit peu la crise. Parce qu'il a perdu des clients à cause du nucléaire. Les choix opérés n'ont pas rencontré le succès espéré et le nucléaire a précipité le déclin des usines Enrico. Les licenciements étaient alors inéluctables et les premières grèves sont apparues pour l'amélioration, le maintien et finalement dans les années 80, la sauvegarde de l'emploi. Aucune de ces actions n'a pu atteindre son objectif. C'est en 1984 que les usines Émile Enrico fermaient définitivement leurs portes. Durant 1 siècle et demi, leur présence a influencé la vie sociale, culturelle et économique de Cours-Saint-Étienne. Un nouveau défi s'imposait alors au pouvoir communal pour éviter que Cours-Saint-Étienne ne devienne une ville fantôme. Celui de réhabiliter ses bâtiments industriels tout en construisant un cadre de vie agréable et convivial. Le parc à mitraille, on l'aime ou on l'aime pas, il est décrié, il est encensé, mais je pense que maintenant il fait partie du paysage. Il est un fait qu'il va rester. S'il existe, c'est à cause du canto général qu'on avait monté avec toute une série de professionnels qui s'étaient enthousiasmés pour le lieu. Et donc, tout à fait, l'événement a réuni à peu près 12 000 spectateurs. Et donc, ça a été un signal fort pour l'avenir de ce lieu. Il faut savoir que le canto date de 98.
mais le lieu a été inauguré tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2004. Nous croyons que c'est vraiment un lieu d'échange et de convergence. Au cœur du Brabant wallon, en bord de Dyle, l'opportunité de pouvoir rassembler des gens de manière importante. Et donc il est ouvert à la fois aux entreprises, aux associations, il est ouvert bien sûr à toute la dimension culturelle qui reste une partie importante. Et le parc à mitraille, c'est cela aujourd'hui. Et je pense que c'est ça que son conseil veut essayer de faire vivre, de faire mieux connaître et donc de développer. Saint-Étienne n'est plus ce village industriel qu'elle était, avec son côté vieillot, tristounet. Tout ça a pris énormément de temps. Les usines ont fermé en 1984. Les usines ont été rachetées par la commune, en tout cas le site d'Henri Cohen a été racheté encore du temps de mon père en 88-89. Il y a eu énormément de temps nécessaire, d'hésitation, parfois de querelles pour savoir comment on allait réhabiliter le site d'Henri Cohen et puis ensuite le site d'Henri Cohen II. Je crois que ce qui a été réalisé maintenant est considéré en général par la plupart des observateurs comme une réussite. Hein. Et le défi qui nous attend maintenant, c'est évidemment de réussir le développement du site Henri Cohen II, comme celui d'Henri Cohen, qui lui va se terminer, j'espère, à la fin de cette année, avec la place des déportés qui doit encore être achevée. J'aime bien que vous parliez de l'esprit, parce que c'est clair que je pense qu'il y a un esprit qui se dégage à Cours-Saint-Étienne. C'est pour ça qu'on a développé, je dirais, un langage qui s'exprime et qui se retrouve maintenant à travers d'autres bâtiments dans le centre, qui est la brique rouge, la présence de pierres bleues et également des fenêtres souvent très hautes, des portes-fenêtres. On s'est inspiré de différents éléments présents sur le site pour créer un langage. À partir de là, ça s'est décliné, je vais dire, sur d'autres projets, comme le projet des berges de la Thyle sur lequel nous avons travaillé. Qu'est-ce qu'on va faire de la Thyle? On la découvre, on ne la découvre pas. Et bon, en Bourg-Belge, on est arrivé à une solution, après quelques années, de dire on découvre la moitié et on garde l'autre. Et sur cette autre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la place Roi-Baudouin, chose qui nous manquait énormément. Et Cours-Saint-Étienne a trouvé pour la première fois un véritable centre avec une place. Aujourd'hui, Cours-Saint-Étienne est en passe de relever le défi de réaffecter les anciennes usines Émile Henrico. Ces lieux sont pleinement intégrés au cœur d'une ville vivant au rythme d'une population hétérogène et multiculturelle qui trouve à portée de main commerce, loisirs et lieux culturels.